Cet après-midi, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des jeux eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait dans nos jeux? Qu'est-ce qu'on pourrait y faire de mieux également? Donc tout d'abord, une première partie qui sera plus sur la simulation. Parce qu'un jeu vidéo, c'est d'abord de la simulation, plus ou moins compliquée, plus ou moins approximée, qui devient sans doute de plus en plus proche de la réalité, la performance de nos machines évoluant. Donc on va voir par un ensemble d'intervenants comment on a pu simuler la planète, comment on a pu simuler l'humanité également, et comment on peut également simuler la nature. On va commencer en parlant de la planète avec Lionel d'Asobo. Et pour l'introduire, je repense à une phrase qu'avait notre ancien CCO à Ubisoft qui disait que notre boulot de créatif, quand on crée un monde virtuel, c'était d'en tomber amoureux. C'était d'en tomber amoureux et de vouloir le transmettre à nos joueurs et à nos joueuses. Et que notre métier de créatif, finalement, c'était ça, d'être des aspirateurs à tout ce que le monde avait de plus beau, de plus extraordinaire, et faire en sorte que cet extraordinaire devienne l'ordinaire de nos joueurs et de nos joueuses. Et quand on a vu le trailer qu'a fait Asobo pour Flight Simulator à l'E3, on s'est dit, ces gens-là, ils l'ont parfaitement compris, cette maxime, en fait. Ces gens-là, ils ont su prendre ce qu'il y a de plus beau dans notre planète, l'amener à un niveau de qualité qui est juste extraordinaire, et peut-être en faire le jeu qui va faire que les gens vont aimer la planète, qui vont voir comme ils ne peuvent pas la voir dans la vie de tous les jours, et qui vont aussi être exposés à d'autres belles choses, en fait, parce que quand on est dans Flight Simulator, on voit non seulement la nature et le monde, mais on est aussi exposé au génie humain, parce que déjà... voler en soi, c'est une belle réalisation qui a permis énormément de choses, et on voit aussi toutes les constructions qu'on a pu faire partout sur la planète, comment on s'est développé au fil des siècles avec des villes partout de plus en plus modernes. Donc dans une conférence où on parle de préserver quelque chose, peut-être que pour préserver quelque chose, il faut d'abord l'aimer, et c'est quelque chose qu'a su faire Flight Simulator. Donc Lionel Fuentes, qui est directeur technique chez Asobo, va nous expliquer comment, sur ce jeu-là, ils ont réussi à recréer la planète avec un niveau de détail assez inégalé. À toi, Lionel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à l'équipe organisatrice aussi de nous avoir invités. Déjà, je voulais juste dire que je suis honoré de faire partie de ce colloque. Et donc, on va parler du système de terrain de Flight Simulator en particulier. Donc comme disait Olivier, dans Flight Simulator, on a eu le défi de représenter la Terre entière dans le simulateur. Et donc, dans la Terre entière, on représente aussi la météo, on représente aussi, en l'occurrence, le trafic aérien, etc. Et là, on va se concentrer sur la partie vraiment rendue du terrain et comment on a fait en sorte de coller le plus possible à la réalité. Donc vite fait, qui nous sommes? Donc Asobo Studio, nous sommes un petit studio, plus très petit maintenant en fait. On est à Bordeaux, installé depuis 2002. On a environ 250 personnes maintenant. C'est l'habitude avant, on était petits. Et donc en 2019, on avait sorti A Plague Tale Innocence, qui est un jeu qui se passe dans un univers médiéval fantastique, médiéval qui devient fantastique, avec notamment beaucoup de rats à l'époque de la peste noire. Et en 2020, Microsoft Flight Simulator, donc rien à voir. Et puis même, on peut voir ici, là, on a fait des jeux vidéo holographiques, jeux de course, jeux Pixar. Donc, on fait des choses qui sont très variées en fait. Et donc, d'abord, je voudrais montrer une vidéo de Flight Simulator qui permet d'avoir une idée de ce dont on parle après.
faut imaginer qu'il y a une super musique avec. C'est le retour. Oh bah non, laisse tomber. Désolé, juste en fait c'était le micro qui prenait le pas sur le truc, je crois. Donc on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on a fait pour réussir ce système de terrain. Donc d'abord une première introduction qui va présenter les différentes problématiques qu'on a dû affronter. Ensuite on va parler un petit peu de l'architecture. Ensuite deux parties que je détaillerai plus, je définirai après, c'est donc la flexibilité et la scalabilité. Donc d'abord c'est l'énoncé du problème. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Donc on a cherché d'abord à construire la meilleure représentation possible 3D de la Terre, et on devait être capable de décoller et d'atterrir n'importe où sur la Terre, avec une emphase particulière sur tout ce qui était aéroport et aérodrome, et il fallait qu'on corresponde le plus possible à la réalité. Donc pour faire ça, on avait accès à un certain nombre de ressources. Donc d'abord, on avait accès aux données de Microsoft Bing Maps, qui est le système de cartographie de Microsoft. On avait accès aux données de OpenStreetMap et à d'autres datasets qui permettaient d'enrichir ce dataset original. On avait accès au cloud de Microsoft Azure, qui donnait donc la puissance de calcul, du stockage et qui permettait le streaming. On avait aussi accès au code original de Microsoft Flight Simulator 10, en particulier le code qui sert à faire le rendu des aéroports, sur lequel on revient après. Et on avait accès à des artistes qui, malgré toute leur bonne volonté, pouvaient quand même pas éditer la Terre entière. Au niveau des différents types de données, donc ça va être important pour la suite. Il y en a un certain nombre important. Donc il y a le TIN qui veut dire Triangulated Irregular Network. C'est en fait tout ce qui est issu de la photogrammétrie. Donc là, un exemple ici, là, c'est le village de Collioure, où je suis né, en l'occurrence. C'est un hasard complet, bien sûr. Ensuite, donc on a le DEM, Digital Elevation Map, qui sont en fait des cartes de hauteur qui correspondent à une hauteur estimée du sol, sans prendre en compte les bâtiments ni les arbres. On a les images dites aerials, donc les aériales, qui donc sont des photos prises soit par des satellites, soit par des avions. Et les données vectorielles qui sont importantes, qui donc correspondent à des points, des lignes, des polygones, et qui servent à représenter plein de choses différentes, comme les endroits où on a des océans, des mers, les endroits où on a donc des routes, les formes des différents bâtiments. Parfois, il y a des gens qui vont dans OpenStreetMap aller placer manuellement ici, il y a un arbre, etc. Donc on a ces informations-là. Donc gros défi. Évidemment, le monde, c'est très grand, genre très très grand. Et donc quand je dis grand, je veux dire 510,1 millions de kilomètres carrés. Alors quelques chiffres pour avoir une idée. Plus de 2 millions de villes, plus de 1,5 milliard de bâtiments à représenter. Dans Bing Maps, ça représente plus de 2 pétaoctets d'images aériennes et 37 000 aéroports à représenter de façon aussi fidèle que possible. Donc on comprend bien qu'il y a des difficultés avec ça. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, l'édition manuelle est assez limitée. Et donc du coup, on a eu recours à des systèmes que je qualifierais de semi-procéduraux. C'est-à-dire un système procédural, c'est quelque chose qui génère quelque chose à partir de rien, ou en tout cas à partir d'une seed ou de données assez limitées. Mais là, en fait, il fallait faire un système procédural, mais quand même contraint pour arriver à ressembler le plus possible à la réalité et à respecter quand même les données qu'on mettait en entrée. Évidemment, donc beaucoup de stockage est nécessaire, et c'est là où en fait le streaming a joué une part très importante. En fait, on n'aurait pas pu faire le jeu sans le streaming. Donc autre challenge, la qualité des données. Donc en fait on a des données de niveau variable en termes de qualité, donc déjà au niveau de la précision des aériales ou du DEM. La photogrammétrie n'est disponible que dans un endroit limité sur Terre, enfin, que dans un certain nombre d'endroits.
et les données peuvent être problématiques. Donc, par exemple, on peut avoir des photos aériennes où on a des nuages qui ont été photographiés, où on peut avoir des ombres qui ne sont pas voulues. On peut avoir parfois carrément pas de données, ou des données qui ne sont pas cohérentes, ou des photos prises à des moments différents du jour, des saisons, des années, etc., avec du matériel différent. Donc ça peut donner des résultats comme ce qu'on voit à droite, qui est difficilement exploitable. Donc en gros, on a un contrôle très limité sur la qualité des données qu'on a en input. Et en plus de ça, il faut qu'on soit capable de construire une plateforme. Alors, c'est-à-dire quelque chose sur lequel des développeurs tiers peuvent développer des add-ons et modifier et contribuer et changer cette représentation de la Terre. Donc il y a des développeurs tiers professionnels dont le métier c'est de faire des add-ons pour Microsoft Flight Simulator. Il y en a d'autres qui sont amateurs. Et donc tout ce UGC, User Generated Content, fait que du coup on n'a pas de contrôle sur la qualité technique en tout cas et même artistique de ce qui est généré. Et donc il y a toutes sortes d'add-ons. En parlant que des add-ons qui s'appliquent à la Terre, on a par exemple donc les aéroports, les aérodromes, des add-ons de points of interest, donc des monuments particuliers. Ça peut être la Tour Eiffel, ça peut être Mont-Saint-Michel, etc. Des add-ons de DEM, des add-ons de trafic, de changement de paramètres sur les arbres, etc. Et en plus de ça, le monde évolue. Donc il y a régulièrement des mises à jour de Bing Maps avec des nouvelles images aériennes, des nouveaux DEM, etc. Et on doit faire en sorte de ne pas casser les add-ons existants. Donc en fait Flight Simulator c'est un jeu dit live avec des mises à jour régulières. Donc un exemple ce sont ces World Updates où en fait à un moment donné on va dire bon ben là on va mettre à jour telle région du monde. Donc ça peut être voilà la France, les États-Unis, etc. Et donc voilà il faut qu'on arrive à supporter ce genre de changement. Et en plus de ça donc la Terre voilà elle a les saisons, elle a les marées, des changements climatiques, etc. Même les plaques tectoniques, ça peut être problématique pour les systèmes de coordonnées qui servent pour les données de DEM, etc. Donc c'est voilà tout ce côté vivant et évolutif de la Terre est à prendre en compte. Donc si je repars du début, je refais un énoncé du problème, mais cette fois avec ces nouvelles contraintes. On va dire qu'on veut faire un système qui soit d'abord flexible. Donc ce que j'entends par flexible, c'est quelque chose qui soit capable d'accepter différentes sources de données, qui puisse être facilement modifiable en dehors de l'équipe principale de développement, qui supporte des mises à jour des données et qui supporte des données de mauvaise qualité qui sont ou qui peuvent être incohérentes ou juste pas bonnes quoi. Et ensuite on veut faire un système de terrain qui scale, donc qui scale par rapport au fait qu'il soit capable de gérer beaucoup de données, qui puisse être affiché depuis n'importe quelle altitude, mais aussi qu'il s'adapte au matériel disponible tant en termes de performance qu'en termes d'utilisation mémoire. Je pense à la Xbox en particulier. Et qu'il soit capable de s'adapter aussi à la bande passante disponible chez le client. Donc, quelques mots sur l'architecture. Tout commence avec un quad tree. Donc, on met la Terre entière dans un quad tree, donc où on divise en 4 parts égales, et ensuite on redivise chacune de ces parts-là en 4, etc. Et ce nombre de subdivisions, c'est ce qu'on va appeler le LOD, Level of Detail. Donc, plus le niveau de détail sera grand, plus on sera sur une zone petite avec beaucoup de détails. On utilise la projection de Mercator, qui n'est pas idéale parce qu'en fait elle fait une distorsion au niveau des pôles, ce qui du coup peut être problématique parfois. Mais en fait la grosse majorité des données utilisent ça pour des raisons historiques, donc en fait on n'avait pas trop le choix. Et ensuite donc le streaming dont je parlais tout à l'heure. On a toutes les données qui sont donc stockées dans Bing Maps, donc en particulier ces aérials, ce DEM et ce TIN, que l'on stream directement sur la machine du client. Mais on a aussi d'autres datasets, comme les datasets d'OpenStreetMap, ou ici par exemple les building footprints détectés sur des aérials par Microsoft. Et on va effectuer des traitements sur ces deux datasets dans le cloud, dans Azure, ce qu'on appelle le calcul des données d'augmentation du monde. Tout comme par exemple donc les masques d'arbres, des informations sur les routes, sur les formes des bâtiments, sur l'eau, etc. Et donc ces données-là sont aussi streamées sur le PC final, ce qui nous permet de faire le jeu. Donc la flexibilité, très importante. Donc d'abord, je voudrais qu'on regarde un petit peu de quoi est fait un tile, donc une subdivision donnée du terrain. Donc dans un tile, on a divers types de données. On a du DEM, on a du TIN, le Bing Aerial Text qui représente donc l'image aérienne, etc.
Et on va regrouper tous ces types de données sous le nom de marqueurs, qui en fait représente un type particulier de données associé à un tile. Et chaque marqueur est une machine à état. Donc il peut être dans l'état requested, processing, available ou failed. Et lorsqu'il est processing, il a un état interne qui dépend du type de marqueur. Par exemple, pour un marqueur qui représente un masque d'eau, d'abord il est init, ensuite on le dessine au GPU, ensuite on le copie au CPU, ensuite on merge avec d'autres données, ensuite il les donne. Voilà. Et donc à la fin de chaque étape, un marqueur décide de ce qui lui arrive ensuite. Donc il peut décider de lancer une nouvelle tâche CPU, il peut décider de dessiner quelque chose au GPU, de demander à télécharger de nouvelles données, ou de dire c'est bon, j'ai fini. Alors, soit il devient available, soit il devient failed si quelque chose s'est mal passé. Et les marqueurs peuvent dépendre d'autres marqueurs. Donc par exemple ici on a un tile, il va dépendre d'un dem mesh qui est un marqueur qui représente le mesh de hauteur du sol. Et ce dem mesh lui-même dépend d'un marqueur dit de dem qui est donc une carte de hauteur. Et chaque marqueur demande la liste des dépendances dont il a besoin. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'un système de reloading, notamment pour permettre l'édition in-game du terrain en temps réel, et pour permettre de réagir aussi lorsque des nouvelles données arrivent, comme par exemple lorsque les données d'aéroport sont streamées depuis le disque. Le reloading des marqueurs se fait en quelques étapes. Donc d'abord on marque. Donc là ici on a par exemple un tile qui pointe vers un dem mesh version 1, qui lui sait qu'il pointe vers un dem version 1, et des nouvelles données dem arrivent. Donc comme ces nouvelles données dem arrivent, on va dire le dem v1 on le marque dirty, donc qu'il va falloir le mettre à jour. Ensuite on crée un nouveau marqueur dit de reloading, le dem v2. Ensuite on processe ce marqueur de reloading à travers toutes ces étapes et il devient available, tout va bien. Ensuite on échange les données de ce marqueur dem v2 et dem v1 ainsi que le numéro de version qui va ensemble. Le dem v1 on n'en a plus besoin, on le supprime. Et là, on se rend compte que le dem mesh v1, du coup, il s'attend à pointer vers du v1, mais il pointe vers du v2. Donc du coup, la même histoire se recommence, on crée un mesh de reloading, dem mesh v2, etc. Donc ce système de reloading permet de se propager le long du graphe de marqueurs. Donc en pratique, toutes mes histoires de marqueurs, là, ça veut dire quoi? Donc, prenons une contrainte, là, on va dire une zone donnée. Ça peut soit être du tin, soit du dem et des aériels. Sur cette image-là, il y a une partie où c'est de la photogrammétrie, donc du tin, et une autre où c'est du dem et des aériels. Je ne sais pas si vous arrivez à voir laquelle est laquelle, mais normalement, si on n'arrive pas à discerner, c'est qu'on s'en est plutôt bien sorti. Voilà. Donc c'était à gauche le dem et l'aériel avec des billings autogénérés, et à droite c'est de la photogrammétrie. Donc très bien, donc on a un tile, soit il peut pointer vers un dem mesh, soit vers un tin mesh text, et le dem mesh dépend du dem et d'un bing aerial text. Ensuite, on va dire, ah oui, mais il faudrait qu'on puisse avoir de l'eau dans des zones particulières. Donc très bien, donc on rajoute un nouveau marqueur, dit watermask, dont dépendra le dem mesh et le tin mesh text. Et on va dire, oui, mais on veut aussi remplacer certains meshs de photogrammétrie par un mesh que l'on fait soi-même. Ah, et puis l'eau doit être plate aussi. Ah, donc du coup, le dem va devoir dépendre du watermask, et le tin mesh text va devoir dépendre du dem pour pouvoir mettre des bâtiments à la hauteur du dem. Et il faut des arbres, donc on rajoute des arbres. Donc on rajoute un marqueur de végétation qui dépend d'un marqueur de masque de végétation qui dit où est-ce qu'il y a des arbres. Mais les types d'arbres varient selon les régions. Par exemple, aux Bahamas, on ne va pas vouloir avoir des cactus. Donc on va rajouter un nouveau marqueur qui représente des données du monde, le land class, dont dépendra le vegetation mesh. Et les arbres ne volent pas. Et donc le vegetation mesh va dépendre du dem pour pouvoir placer les meshs à la hauteur du dem. Et ils doivent être la même couleur que les images aériennes. Donc du coup, la végétation mesh dépend du bing aerial text. Et il faut parfois qu'on crée des aériels nous-mêmes à partir de rien quand on n'a pas de données. Donc on va créer un nouveau type de marqueur d'aériel, le synthesized aerial text, dont dépendra le blended aériel, dont dépendra le dem mesh et le végétation mesh. Et ensuite, il faut aussi qu'on puisse dessiner des aéroports sur le terrain, que l'herbe soit colorée en fonction de l'aérial, sauf si le sol a été édité, bien sûr. Que les aérials synthétiques soient aussi affectés par l'altitude et par la pente, qu'elles reflètent la présence des arbres, qu'elles s'adaptent à ça, et qu'on enlève les arbres de l'eau parce qu'il n'y a pas d'arbres dans l'eau en général. Donc voilà, donc ça c'est la vraie liste de marqueurs avec laquelle on a fini comme ça par ce processus itératif en répondant aux contraintes les unes après les autres, quoi. J'ai pas mis le graphe, mais je l'ai jamais vu, mais en fait il doit être beau. Donc voilà. Quelques mots donc sur l'édition des aéroports et des aérodromes. Donc pareil, on part des contraintes. Il faut que ça soit modifiable au runtime. Donc tout le monde peut aller éditer directement dans Flight Simulator son aéroport. Il faut qu'on supporte les pistes qui ne soient pas plates. C'est primordial dans un simulateur de vol en fait. C'est quelque chose auquel les gens tiennent beaucoup. Parce que ça rajoute beaucoup de gameplay d'avoir du mal à atterrir sur une piste qui n'est pas plate.
Il faut qu'on supporte des textures de haute résolution lorsqu'elles sont vues de près. Et il faut qu'on s'intègre avec le code historique hérité de FSX qui est capable de dessiner des aéroports. Et sauf qu'en fait, il est prévu pour dessiner des choses plates. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? En plus, il n'utilise pas le même système de subdivision. C'est pas tout à fait un quadri. Et donc, c'est là qu'on a introduit le marqueur dit de Game Render, qui en fait représente une texture par tile qui est projetée sur le terrain. Donc, exemple ici, ça c'est à l'aérodrome de Socat, à côté de Bordeaux. C'est là où on a pris des cours de pilotage. Et donc en fait en haut à gauche là, vous voyez le marqueur de Game Render sur lequel le bout de piste a été rendu. Et ensuite c'est celui-ci qui est samplé lors du rendu du terrain qui permet donc de s'adapter à tous les reliefs. Donc ce marqueur de Game Render il est indépendant de l'aérial, ce qui veut dire que sa résolution n'est pas impactée par la résolution de l'aérial. Les endroits où les aériales sont de mauvaise qualité, mais on peut quand même avoir des jolis aéroports. Et ils sont générés à la volée au début d'une frame pour pouvoir s'adapter très vite quand on zoome. Et comme on veut de la haute qualité sur cela, on a fait de l'anti-aliasing, on les compresse pour gagner en mémoire et on évite de stocker ceux qui sont vides. Et dans le cas du niveau détail 15, on relie au CPU pour pouvoir gérer les collisions et pour pouvoir faire en sorte que ça affecte les arbres et l'herbe. Donc on peut éditer les zones où on a des arbres, les zones où on a de l'herbe, etc. Le terraforming, donc le fait de changer le relief, doit être compatible avec les prochaines mises à jour du DEM. Donc il ne faut surtout pas toucher aux données du DEM original. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on édite des données vectorielles. On va placer des points, des rectangles, des polygones et des informations de distance pour faire en sorte que ce merge là en fait il ait lieu en temps réel. Donc on a des données vectorielles qui sont éditées, le DEM original. Les données vectorielles servent à générer un DEM target qui serait le DEM s'il n'y avait que ces données qui existaient. Et elles servent aussi à générer un distance field qui donne pour un point donné la distance au polygone, au point du polygone le plus proche, qui sert ensuite à mélanger les deux pour obtenir le DEM final. Ce distance field, pour le générer, on part d'une forme donc qui a été éditée. On va vouloir remplir l'intérieur. Pour remplir l'intérieur, on projette tous les points sur l'axe des X. Et ensuite, on dessine ces faces dans le stencil buffer en incrémentant quand on est dans le sens des aiguilles d'une montre et en décrémentant dans l'autre cas. Et donc, on se retrouve avec du 1 à l'intérieur, du 0 à l'extérieur. Et en faisant une passe de quad full screen avec un test stencil au compare equal, on peut facilement dessiner l'intérieur ou pas. Et ensuite, pour ce qui est des bords, on va partir des bords des polygones et on va les extruder vers l'extérieur et interpoler au moment du vertex shader pour calculer donc la forme que vous voyez à droite qui permet d'avoir en un point donné la distance à la forme en fait. Et donc ce distance field là qui est donc par tile sert ensuite pour le terraforming dont on parlait tout à l'heure, mais ça sert aussi par exemple pour le rendu de l'eau. Donc le rendu de l'eau on le fait directement sur le mesh du terrain. En disant au shader si je suis de l'eau je vais faire un effet d'eau, sinon je reste sur du terrain. Et donc on génère ce même genre de distance field mais à partir des données d'eau. Et ça nous sert donc à mélanger avec les données d'aérial, donc faire le bord de l'eau en fait qui petit à petit devient de la couleur du sable. Ça nous permet de faire aussi les vagues et de mettre de l'écume dans le bon sens, etc. Et aussi d'aplatir l'eau, le water flattening qu'on appelle en interne le flattening. Et donc on a aussi un masque édité à la main qui nous permet de conserver en des endroits donnés quand on a des très belles aériales, on veut pouvoir les montrer en fait. Et donc par défaut on les floute parce qu'en fait il y a des endroits où la qualité est pas top, mais en fait les endroits importants type Bahamas ou quoi, on essaie de faire en sorte de bien les montrer. Donc un exemple ici là de distance field sur la zone que vous voyez là. Voilà, donc on a un point donné la distance à la côte quoi. Le flattening de l'eau donc similaire au terraforming. Particularité, c'est que quand on a des mèches de photogrammétrie, on a peu de vertex au niveau de l'eau parce qu'en fait c'est censé être plat à la base, donc il y a peu de vertex. Ce qui limite en fait le déplacement de vertex, qui fait que du coup on peut difficilement faire des grosses vagues, par exemple. Et au niveau du DEM, ce qui est compliqué à gérer, c'est le cas où on a de l'eau plate qui arrive contre une grosse colline. Et donc là, souvent, on peut avoir du popping, donc des changements brusques assez visibles lorsqu'il y a un changement de niveau de détail affiché. Et donc du coup, on essaie d'ajuster la puissance du flattening en fonction de la différence de hauteur entre les deux. Donc ça c'est quand on n'a pas de water flattening, on a de l'eau qui remonte sur la terre, ce qui physiquement n'est pas tout à fait correct. Et ça c'est quand on fait le water flattening, qui n'est pas forcément le plus joli, mais au moins on n'est pas choqué par la réalité physique de la chose quoi.
Donc globalement, les données vectorielles, en fait, ça nous apporte beaucoup de flexibilité parce que c'est indépendant de la résolution. Ça permet d'éviter de toucher aux données originales et on peut les rendre en fait dans des textures par tile, ce qui permet donc de projeter sur le terrain et donc de supporter des reliefs arbitraires. Et on peut générer des distance fields au GPU. Et donc du coup on utilise ça à plein d'endroits différents, notamment donc pour dessiner par-dessus les images aériennes, pour le terraforming, pour l'eau, et aussi pour marquer des endroits dans le monde où en fait on veut par exemple rajouter des arbres ou rajouter de l'herbe ou en enlever, etc. Voilà pour la partie flexibilité. Donc ensuite, le système de terrain de Flight Simulator donc doit être capable de scaler en fonction de différents éléments. Et je voudrais parler un petit peu des types d'augmentation en fait. Pour chaque type d'augmentation, on a un choix à faire. Est-ce qu'on les fait en temps réel au runtime ou est-ce qu'on les fait précalculés dans Azure? Donc l'avantage du temps réel, c'est que immédiatement on peut l'appliquer sur la Terre. Si on veut placer des arbres sur toute la Terre, ça se fait en quelques lignes de code. Ça sert à rien, mais on peut. Et alors que si c'est précalculé, du coup c'est le temps d'itération de travail d'essayer des algorithmes est beaucoup plus long. Au niveau des données disponibles dans ces algorithmes-là, lorsque c'est fait à l'exécution, c'est limité parce qu'on a accès que à ce qui est disponible tout de suite, alors que dans le cas où c'est précalculé, on a accès à n'importe quel niveau des détails. On est limité par le client lorsqu'on fait à l'exécution, alors qu'on est uniquement limité par les ressources que l'on met dans le cloud lorsqu'on fait en précalculé. Et donc quelques exemples, la détection d'herbes, les detail maps et le placement précis des arbres, on fait ça à l'exécution. Là où, par exemple, la correction des couleurs des aériales ou la détection de la végétation, on fait ça précalculé dans Azure. Ensuite, il faut aussi scaler en fonction du matériel des gens. Donc c'est là où le Quadris est super. Parce qu'en fait, on a juste à changer le niveau de détail qu'on utilise pour pouvoir s'adapter et afficher plus ou moins de détails. Et c'est aussi là où utiliser un niveau de détail fixe, comme par exemple le 13 ou 15 qu'on utilise pour les arbres, ça peut être problématique en théorie, parce qu'en fait, quand on se rapproche des pôles, le 13 ou 15, il n'est pas placé à la même distance de nous que quand on est près de l'équateur, par exemple. Mais en pratique, ça n'a pas été si problématique que ça. Et ensuite, il faut qu'on s'adapte donc à la bande passante. Et donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure dynamiquement en permanence la bande passante Internet du client et on change ce niveau de détail affiché en fonction. Il a aussi fallu qu'on soit capable d'afficher de très grandes coordonnées pour lesquelles notre moteur n'était pas prévu à la base. Donc on a dû passer de float 32 bits à 64. Et au niveau du GPU, on a inversé le Z-buffer, ce qui est une technique classique. Et on a introduit ce qu'on appelle Anchor Space, qui est en fait un espace qui se trouve au niveau de la caméra, avec le Y qui est le long de la normale de la Terre, et le X et Z qui varient en fonction du temps, de sorte à ce qu'ils soient assez proches de là où ils étaient à la frame juste avant. Et ce qui nous permet d'éviter de passer pour un point donné de la position locale à la position world et ensuite à la position en view. Parce que de local à world, il y a une très grosse différence numérique en fait. Là où en fait, du coup, on passe de local à anchor et ensuite à view. Ce qui permet d'éviter les erreurs de précision. Les arbres. Donc là, sur cette image-là, on en voit 6,3 millions, mais il y en a 23 qui ont été générés. Donc il faut qu'on soit capable de gérer beaucoup d'arbres. Voilà, on a un marqueur de végétation au lot 13 et au lot 15. Et on a un masque précalculé sur Azure à partir d'images aériennes qui dit à tel endroit il y a des chances d'avoir des arbres ou pas. Et pour placer précisément les arbres, on utilise le sampling de Halton, qui est une façon de placer des nombres aléatoires, de sorte à ce que le résultat soit uniforme, quelle que soit la densité choisie. Densité que l'on choisit à l'exécution, ce qui nous permet d'être très flexible. Et ensuite, on choisit le type d'arbre en fonction de données de biome, pour essayer d'avoir les bons arbres aux bons endroits sur Terre. Au niveau du CPU, on sample le DEM pour les mettre à la bonne hauteur, et on sample l'aérial pour les mettre à la bonne couleur. Le fait d'avoir des arbres qui sont colorés par l'aérial, c'était super important, parce qu'en fait, ça fait que quand on commence à les voir de loin, en fait, les arbres vont, lorsqu'ils disparaissent, à la place, on voit l'aérial, ce qui fait que du coup, on s'en rend beaucoup moins compte, et donc c'est beaucoup moins choquant et ça casse pas l'immersion. Et donc pour rendre tous ces arbres, on utilise la technique dite des imposteurs, où en fait on dessine juste un quad par arbre, mais en utilisant des rendus faits à l'avance des différents points de vue de l'arbre, on peut arriver à faire un effet de 3D qui globalement marche assez bien. Pour les arbres TIN, en fait, dans photogrammétrie, donc les arbres qui ont été issus de photogrammétrie sont vraiment pas de la qualité attendue.
Et les aplatir en fait c'était problématique parce que ça faisait là aussi du popping, des changements brutaux, et en plus ça détruisait les bâtiments, enfin, c'était pas cool. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est que on a juste dessiné les arbres de type imposteur comme ça, par-dessus ceux du tin en les grossissant un peu et puis ça les cache quoi. Donc ça c'est les arbres issus de photogrammétrie. Vous pouvez apprécier que c'est pas très beau. Et ça c'est quand on dessine les autres par-dessus. Vous pouvez apprécier que c'est plus beau. Voilà. Ça c'est sur une zone d'EM avec des aériales, donc quand on n'a pas d'arbre de base et quand on les rajoute. Voilà. Quelques mots sur les ombres. Donc c'est une combinaison de techniques en fait. On a utilisé donc les Cascaded Shadow Map classiques pour les ombres de l'avion et des cockpits, etc., qui sont limitées en distance du coup. Et pour les grosses ombres du terrain, des montagnes en particulier, on fait un rendu vu du dessus du terrain dans une height-map dans laquelle on fait un remarching sur une zone de 300 par 300 km. Et pour les ombres qui sont petites à l'écran, on utilise la technique des Screen Space Remarch Shadows, donc où on fait un remarching en screen space pour les rendre facilement. Donc ça c'est quand on n'a pas activé les ombres des montagnes. Et ça c'est quand on active, voilà. Même chose, mais pour les ombres qui sont petites à l'écran. Donc ça, c'est quand elles ne sont pas activées. Quand elles sont activées, je reviens en arrière. Voilà. Et enfin, quelques mots sur les détails au sol. Donc pour le sol, on utilise des détails maps de près, moyen et de loin pour représenter de la terre, pour représenter de l'asphalte, pour représenter de l'herbe. Et on détecte au pixel shader de quel type de surface il s'agit. Et lorsqu'il s'agit d'herbe, on peut placer vraiment des mèches d'herbe qui sont, eux, comme les arbres, colorés par l'aérial. Voilà, donc ça, c'est sans les détails maps et sans l'herbe. Ensuite, on rajoute les détails maps. Et ensuite, on rajoute l'herbe. Autre exemple ici, pas de détails map. On rajoute des détails maps. Et on rajoute l'herbe. Et là c'est donc pareil sur l'aérodrome de Socat, où on va rajouter les augmentations les unes après les autres. Donc au début là, on n'a pas d'augmentation du tout. Ensuite, on rajoute les buildings. Ensuite, on rajoute les arbres, la game render, donc qui permet de faire le rendu de la piste, les détails maps, l'herbe, et donc le résultat final obtenu. Voilà, donc ça c'est un zoom depuis l'espace jusqu'à Bordeaux, qui permet d'apprécier comment en fait en combinant toutes les techniques dont je parlais depuis le début, on peut arriver à avoir en fait une représentation de la Terre depuis l'espace jusqu'à quelque chose de très précis. Voilà. Là en l'occurrence c'est notre bâtiment à Sobo, voilà, où on a bougé en février. Donc on est content, on l'a mis dans le jeu. Voilà, ça sera tout. Merci beaucoup pour ce super exposé. J'avais 2 questions. La première, c'est quelle application autre qu'un simulateur de vol vous voyez pour ce travail de modélisation du terrain de la Terre? La deuxième, c'est maintenant que vous avez créé que l'équipe d'Asobo a créé le Flight Simulator Ultime, quelle est l'innovation que vous ambitionnez pour faire avancer le jeu encore plus loin? Merci. Alors, en vrai, les plans sur le futur, pour l'instant, ça reste quand même assez confidentiel. Donc, je peux pas répondre trop en détail sur tout ça. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'on essaye d'améliorer en permanence la qualité du rendu de la Terre. Et en particulier, plus on est près, parce qu'en fait, la photogrammétrie, ça rend très bien vu de loin, mais quand on commence à se rapprocher, il y a un moment où en fait, ça peut commencer à casser l'immersion. Donc, ça fait partie des thèmes où en fait, ça devient vraiment de la recherche, en fait, comment essayer d'améliorer la photogrammétrie, alors qu'en fait, c'est des données qu'on n'a pas mais on essaie de coller à quelque chose qui rend bien vu de loin. Donc voilà. Mais je peux pas trop rentrer dans les détails, je suis désolé. Oui, j'avais une question en lien avec le thème des journées aujourd'hui. C'est un parti pris de représenter que ce qui est joli sur Terre? Ah non. Ah non. Ou ce que vous nous avez montré que ça, en fait, mais il y a d'autres choses. Non, on essaie de tout représenter le mieux possible. Il n'y a pas de, en fait, c'est un peu il n'y a pas de parti pris à essayer d'insister plus sur un truc ou sur l'autre, etc. Le principe, c'est comme je disais au début, c'est qu'on puisse décoller et atterrir de partout jusqu'à partout, etc. Et qu'on puisse survoler sa maison et voir qu'en fait, on fait partie de ce tout.
Mais non, c'est là évidemment pour comme disait Olivier là pour la lettre d'amour à la planète, etc. On essaie de montrer des endroits variés, etc. et de les mettre en valeur forcément. Mais non, en fait, on essaie vraiment de tout rendre le mieux possible. En fait, il n'y a pas de après, ce qui se passe, c'est que les données satellites, etc. ne sont pas à qualité égale partout. Et c'est un fait avec lequel on doit être capable enfin, c'est quelque chose qu'on est obligé de gérer. Et il y a des endroits où du coup on va avoir plus de synthétique que d'autres. Mais on essaie vraiment de faire en sorte que tout soit le mieux possible. Donc aussi, enfin, donc la déforestation, les zones arides, l'océan de plastique, enfin le continent de plastique au milieu de l'océan, ça peut apparaître ou... Mais en fait, donc, il n'y a pas de parti pris politique en soi. C'est-à-dire que si on parle de la déforestation, on va avoir des images aériennes qui auront été prises avec moins d'arbres. Et donc la détection va mettre moins d'arbres, et donc ça sera reflété dans le jeu, de par le fait que ça soit la nature des choses en fait. Donc on ne prend pas... Donc voilà, on ne prend pas de parti pris en soi, on essaie juste de représenter la Terre telle qu'elle est. En fait, c'est tellement beau de base que déjà ça se vend un peu tout seul, quoi. C'est-à-dire c'est beau la Terre. Et si je peux me permettre, et effectivement, ça rejoint aussi la question précédente, c'est une opportunité qui est laissée aux joueurs et aux joueuses de documenter ces choses-là. Parce qu'elles existent, elles sont capturées et elles y sont dans le monde. Donc si quelqu'un veut se servir de Flight Simulator comme d'un documentaire et de publier sa propre vidéo sur YouTube, en documentant ces zones-là, en documentant des zones qui ont été déforestées, en documentant des mines à ciel ouvert, c'est possible, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre un avion, décoller, le capturer et le documenter. Bonjour, moi je voulais demander au niveau de l'herbe et des arbres, vous avez fait du GPU instancing ou c'est des mèches qui sont merged en une seule tile ou... Enfin, c'est quoi vos solutions pour éviter d'avoir un trop gros nombre de draw calls et que le framerate reste assez stable? Vous pouvez lever la main, je sais pas où vous êtes. C'est là, désolé. Désolé. Donc le géo-instancing pour les mèches d'arbres, tu as un peu de détails sur comment pour les arbres et pour l'herbe. Ouais. Alors, pour les arbres, en fait, le principe, c'est que donc, t'as un vertex buffer, t'as des vertex, en fait, t'en as un par arbre, et après, en fait, on génère un quad, en fait, pour chaque arbre, et en fait, dans ce quad-là, on va aller sampler donc cette texture d'imposteur, en fait, qui représente l'albédo, la normale et là-haut, je sais plus, vu de différents points de vue de l'arbre. Ensuite, il y a un Z-buffer en fait. Et en fait, avec une interpolation un peu maligne de ces trucs-là, on peut arriver à avoir un effet 3D. Mais ça reste quand même un seul quad par arbre. Et en fait, on dessine tout ça en un seul draw call par tile, par type d'arbre. Je suis passé un peu vite dessus parce que je me suis dit c'est pas bon, un peu technique, mais voilà. Pour l'herbe. En fait, c'est un peu similaire dans le sens où en fait on a un seul draw call par tile. Alors c'est que sur les tiles de LOD20 en l'occurrence, parce que c'est vraiment que vu de près qu'on le voit. C'est moins visible de loin que les arbres évidemment. Et donc en fait on génère un petit quad pour l'herbe qu'on essaie de réduire le plus possible pour éviter le fill rate, d'avoir trop de fill rate. Et voilà, on sample la texture d'herbe qu'ensuite on colore avec la couleur d'aérial qui a été passée par vertex. Voilà. Enfin, par vertex qui lui-même spawn un quad. Voilà. D'accord, merci. Si ça répond. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, elle rejoint un peu la première qui a été posée de façon un peu indirecte. Mais je me demandais si vous utilisiez des logiciels comme Cesium ou Esri qui proposent des services de streaming un peu similaires. Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous comptez dans l'avenir proposer un service de streaming de génération de terrain pour diverses industries? Alors donc pareil, je peux pas trop parler de ce qu'on prévoit pour la suite, etc. Donc Cesium, Cesium est intéressant. Cesium est assez similaire en fait, dans le sens où c'est un système qui stream Bing-Map, sauf qu'il a été prévu pour du JavaScript à la base. Maintenant, ils viennent de l'adapter dans Unreal. Donc on avait regardé à l'époque, et en fait, au final, ce qu'on faisait, c'était un peu la même chose. Donc il n'y avait pas trop d'intérêt à utiliser Cesium en soi. Et c'est la même chose, sauf qu'en plus de ça, on a tout ce système d'augmentation, de marqueurs, etc., qui n'existe pas dans Cesium. Donc non, en fait, on est plus sur du fait main que... Ok. Voilà. Très bien, merci.
J'imagine qu'il y a certaines zones qu'il a été plus difficile de documenter. Est-ce qu'il y a des zones justement où vous avez vraiment dû imaginer quelque chose parce que vous aviez vraiment pas de données ou des données beaucoup trop morcelaires? Oui. Donc, en fait, les données de Bing Maps en fait sont floutées à certains endroits par des demandes des divers gouvernements en fait. Donc quand on tombe sur une zone comme ça en fait, donc à un moment, je suis passé vite aussi, mais il y a la détection de Image Quality Evaluation, c'est une des étapes que l'on a dans nos augmentations, qui va détecter les zones floues, et à ce moment-là, on va dire cet endroit-là est flou, donc on va générer des images synthétiques en fait. Et pour générer ces images synthétiques, c'est là on va mettre les routes là où on a les données vectorielles qui disent qu'il y a les routes, mettre des arbres là où on sait qu'il y en a, etc. Voilà. Donc il y a des zones qui effectivement du coup sont imaginées parce qu'on n'a pas les données ou parce qu'il faut pas les mettre. En tout cas pas les mettre telles quelles. Pardon ? J'imagine les zones militaires. Voilà, c'est ça. Donc ce matin, on a parlé notamment de l'impact carbone des machines et du streaming et versus le téléchargement, etc. Est-ce que vous avez une idée en créant ça et sur l'exploitation de l'impact que ça peut avoir vis-à-vis des machines qui tournent en streaming et vis-à-vis des machines, des joueurs? Est-ce que vous l'avez étudié, pensé ou non? Honnêtement, j'apprends beaucoup de choses depuis ce matin. donc je regrette pas d'être venu parce que donc en fait on se rend compte qu'effectivement il y a une sensibilité particulière à avoir sur tout ça qui jusqu'ici on n'a pas trop quoi. Donc non, je peux pas vraiment répondre à combien on consomme, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est etc. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont bien mieux informés que moi pour ça et à qui d'ailleurs je poserai des questions. Donc voilà. Après, en l'occurrence, Flight Simulator est aussi disponible sur le cloud gaming avec le Xbox Game Pass, etc. Et c'est une grosse partie de nos utilisateurs en fait aussi. Donc je pense que tout ce qui a été dit ce matin rapport à tout ça s'y applique du coup. Donc voilà. Après, il y a aussi au niveau des coûts, il y a tous les calculs d'augmentation qui tournent sur Azure. Eux, pour le coup, on mesure aussi leur consommation parce que ça influence directement sur la facture. Donc au moins, et on optimise en fait en fonction de ça. Après, il y a des demandes qui viennent des joueurs aussi. En fait, là, je pense à une en particulier où les joueurs nous ont demandé de rajouter un mode dit low power pour quand ils sont dans le menu, qu'en fait on affiche le hangar tout le temps avec l'avion, etc. et que ça chauffe chez eux, et ça les énerve. Et donc du coup on est en train de travailler à une solution à ça par exemple. Mais on a aussi fait un truc en fait comme quand on installe les packages par exemple, le jeu est en train de tourner. Le jeu, en fait, c'est les installations des packages du jeu ont lieu directement dans le jeu. Mais donc du coup, comme le jeu tourne à ce moment-là, ça consomme des ressources de rendu, etc., qui sont pas forcément nécessaires. Donc du coup, quand on minimise le jeu, il tombe à 20 FPS, et quand on installe les packages, il divise aussi par deux les FPS, justement pour éviter de trop chauffer, éviter de trop consommer, etc. Donc on fait des efforts dans ce sens-là. Par contre, on n'est pas aussi data-driven que ce qu'il faudrait je pense pour attaquer plus sérieusement ça. Je pense que alors je m'y connais pas trop dans ces trucs-là, je découvre là beaucoup, en étant honnête. Mais moi j'aurais tendance à voir ça comme quand on optimise un jeu, en fait, on a une frame, on sait qu'elle prend temps, on fait une capture pix ou quelque chose, on regarde combien les différents morceaux prennent et on attaque les plus gros. Et je pense que c'est ce genre de choses, c'est là où les bilans carbone, etc. C'est exactement ça en fait. C'est vraiment mesuré pour ensuite pouvoir attaquer au bon endroit, quoi. Bon, voilà. Merci Lionel. Et bravo à toute l'équipe d'Azobo pour cette réalisation.